Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct de InCyber Forum sur SD Magazine Live. On a le plaisir de recevoir Garance Mathias ce matin. Garance, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mélanie pour l'invitation surtout. Alors je le précise pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous suivent, vous êtes avocate et fondatrice donc, du cabinet Mathias Avocat. Donc on va revenir avec vous peut-être en quelques questions sur cette actualité juridique au cœur de la cyber qui ne cesse de faire les gros titres, beaucoup d'actualités. On va essayer de faire le point sur quelques éléments clés. Peut-être premier point autour de la CNIL, puisqu'elle a listé parmi ses priorités la collecte de données dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques qui eux aussi occupent l'actualité. Sur quoi vont porter ces contrôles et quels sont les enjeux ? Alors effectivement, une actualité très riche et notamment donc la CNIL s'est positionnée pour son programme de contrôle. Chaque année, la CNIL publie un programme de contrôle, ça va être les axes majeurs sur lesquels elle va déclencher des actions effectivement de conformité. Ça tombait, on va dire, sous le sens que compte tenu de l'événement mondial que Paris va accueillir avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il allait y avoir des contrôles. Pourquoi ces contrôles ? Des contrôles par rapport effectivement aux lois qui ont été votées, des lois liées à la vidéosurveillance, aux caméras augmentées. Donc ces textes avaient déjà fait l'objet d'avis de la CNIL avec des réserves. Donc là, la CNIL est vraiment dans son rôle de gardienne des libertés fondamentales, de respect de notre vie privée et de voir si l'usage de ces caméras augmentées sont bien respectés par rapport effectivement aux prescriptions. Ça, c'est le premier point. Après, effectivement, cet événement lié aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques vont effectivement donner lieu aussi à des collectes de données par les partenaires. Donc, l'angle vérification, on va dire, par rapport aux caméras augmentées. Angle aussi, vérification aussi par rapport au QR code, aux différents passes qui vont être mis en place pour accéder au jeu. Troisième angle, on va dire, de contrôle, ça va être par rapport à l'usage des données collectées par les différents partenaires. Est-ce que ça va donner lieu peut-être à de la prospection commerciale ? Il ne faut pas oublier que les principes effectivement du RGPD doivent être respectés. Principe de finalité, de minimisation des données collectées. Donc les principes en vigueur vont permettre d'être vus à la lumière de ces jeux, tant pour l'espace public, tant pour les partenaires, et dans le but toujours de respecter nos droits et libertés fondamentaux. Voilà en quelques mots. En quelques mots aussi, il n'y a pas que effectivement la mise en lumière, c'est aussi dans ce programme de contrôle le respect du droit des mineurs. On ne les oublie pas, très important, et je pense que ça fait partie aussi des axes de contrôle clés. Deux autres axes de contrôle, un axe de contrôle sur les tickets dématérialisés, suite à la loi, effectivement, et là on s'inscrit dans un principe de développement durable. Et quatrième axe de contrôle sur le contrôle, le respect du droit d'accès des personnes. Ça s'inscrit aussi là dans un programme de contrôle plus large par rapport aux autres autorités de contrôle européennes. Donc une année très riche, encore une fois pour la CNIL, est respectueuse et gardienne de nos libertés fondamentales. Un autre sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. On ne peut pas parler de l'actualité juridique sans parler de cette intelligence artificielle qui irrigue l'ensemble de nos vies, des usages et de plus en plus évidemment dans l'entreprise. C'est pourquoi il est important, et c'est ce que vous recommandez, d'intégrer l'intelligence artificielle dans la charte informatique des entreprises pour pouvoir garantir un usage à nouveau qui soit respectueux, responsable et éthique. Pourquoi c'est important et comment ça se passe ? Alors effectivement, l'intelligence artificielle est là. Le règlement européen a fait l'objet d'une adoption effectivement au Parlement, texte unique effectivement mondial, avec une volonté effectivement d'avoir un cadre contraignant. Mais aussi au sein des entreprises, c'est une réalité. C'est une réalité déjà depuis quelque temps. Donc la charte dite informatique a toujours été un instrument de régulation. De régulation, on va dire, des comportements, de régulation de la sensibilisation, d'explication, de respect des droits et des obligations d'une manière proportionnée tant pour les collaborateurs que pour l'employeur. Donc ça tombe effectivement sous le sens d'intégrer effectivement cet usage de l'IA générative, que cet usage soit fait d'une manière loyale, transparente, que les collaborateurs puissent savoir pourquoi, comment ils doivent l'utiliser, dans le respect, on va dire, du secret aussi des informations d'une entreprise, dans le respect aussi des droits de propriété intellectuelle des auteurs, des collaborateurs, comment on l'utilise, le pourquoi, et dans l'esprit aussi d'une transparence. L'employeur doit dire, et ça fait partie effectivement des obligations, de qu'est-ce qui est possible
pourquoi c'est possible, comment c'est possible. Et effectivement, cette sensibilisation passe par la charte. La charte a toujours été un instrument, on va dire, de progrès, d'information, de communication. C'est effectivement la règle du jeu. Bien entendu, cette charte peut avoir un aspect disciplinaire si elle est annexée au règlement intérieur, avec une information quand il y a des CSE, une information collective, mais indépendamment de l'aspect disciplinaire, c'est un aspect très important de sensibilisation et de communication globale au sein de l'entreprise, puisque ça peut donner lieu à un dialogue. Pourquoi on régule de telle manière cet usage au sein de cette entreprise? Pourquoi je peux utiliser uniquement et seulement l'outil d'IA générative mis à disposition par mon entreprise? Pourquoi c'est possible? Dans quel cadre? Donc effectivement, ça fait partie des bonnes pratiques, ça fait partie de l'état de l'art, de l'évolution. On sait tous effectivement que le comportement de travail évolue. Il y a eu le télétravail, il y a l'IA, c'est une réalité. Le droit s'adapte. Donc c'est un document pragmatique, opérationnel, avec des cas d'usage. Alors, Garance, j'aimerais qu'on évoque peut-être avec vous un autre point, avoir votre éclairage, votre décryptage sur les conséquences opérationnelles de l'utilisation de preuves qui pourraient avoir été obtenues de manière déloyale. Oui, alors effectivement, on est à nouveau dans le cadre de l'actualité. L'usage, alors toutes les entreprises effectivement en parlent, l'usage, on va dire, de l'OSINT. La collecte, effectivement, sur source ouverte de données afin de protéger, on va dire, les actifs d'une entreprise, afin de protéger les collaborateurs, qu'ils soient les VIP ou autres, ou aussi afin de lutter, il ne faut pas oublier, contre la fraude ou effectivement le vol d'autres biens. Alors, il y avait un grand principe en droit, notamment en droit civil, qui était effectivement la collecte de la preuve qui devait être loyale, licite, respectueuse dans les cadres du Code civil. Bouleversement jurisprudentiel en décembre dernier. L'Assemblée plénière, donc la plus haute juridiction rassemblée, toutes les chambres de la Cour de cassation, ont prononcé un arrêt en droit civil, dans le cadre d'affaires qui concernaient effectivement des licenciements, sur la possibilité de recueillir et d'opposer des preuves collectées d'une manière non loyale, c'est-à-dire à l'insu des personnes. Voilà. Et ça, c'est très important, c'est un chamboulement. Alors, ces conditions, ce n'est pas une collecte, on va dire, sans règles, sans frontières, sans respect, on va dire, des droits fondamentaux et de nos principes. Ça doit être le seul moyen à l'usage, on va dire, de l'employeur pour pouvoir démontrer. Ce moyen doit être effectivement proportionné aussi, bien entendu. On est toujours dans le respect de la proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle proportionné? Ça va donner lieu effectivement à des débats, mais déjà, on doit démontrer que c'était le seul moyen pour apporter cette preuve de ce comportement déloyal, illicite ou autre. Donc, principe de nécessité. Ça, c'est très important. Principe de nécessité, principe effectivement de proportionnalité. Les arrêts qui ont donné lieu à cette assemblée plénière sont été des arrêts pour démontrer une faute grave d'un salarié. Donc, ça a été la recevabilité effectivement d'une vidéosurveillance. Ça a été la recevabilité effectivement de documents qui avaient été collectés, on va dire, à l'insu de la personne concernée. Mais dans les deux cas, l'assemblée plénière a pu voir effectivement que c'était certes à l'insu, mais que c'était le seul moyen par rapport aux intérêts légitimes, l'intérêt impérieux, notamment de sécurité, notamment de protection, notamment concernant des comportements, de démontrer cette preuve. Alors cette démonstration de cette preuve va être aussi d'autant plus importante qu'il va falloir la documenter. Quand effectivement j'ai cette pratique, je dois démontrer que je n'avais pas d'autres moyens. C'était le seul moyen qui était à ma disposition, qu'il est proportionné, parce que peut-être qu'au sein de l'entreprise, et ça va être une nécessité, il y a une charte éthique. On revient effectivement sur les chartes informatiques et tout a un sens et effectivement tout a un lien. Il y avait une charte éthique qui avait effectivement des process de conformité d'information des salariés pour respecter effectivement les règles d'usage. Donc cette collecte doit être structurée, organisée pour qu'il y ait une recevabilité. C'est très intéressant. On parle aussi vraiment de l'OSINT. Voilà, c'est très intéressant dans le cadre de cette pratique-là. Il faut savoir en revanche que dans le cadre de la collecte recevabilité d'une preuve en matière pénale, cet usage et cette collecte à l'insu des personnes avait déjà été admise depuis de nombreuses années. Donc en fait, on a une jurisprudence maintenant qui est unifiée, ce qui est une bonne chose aussi en termes de sécurité juridique
et je l'insiste, en cas de respect des libertés fondamentales, il faut que cette collecte soit justifiée, proportionnée, avec effectivement des garde-fous, et c'est normal pour respecter aussi les droits de la défense. Alors un dernier mot sur cette actualité, on l'a dit, évidemment très riche, hein, notamment les enquêtes pour non-conformité qui ont été lancées par la Commission européenne sur un certain nombre des géants numériques, notamment Alphabet, Apple et Meta, au titre du DMA. On sait que cette procédure va être très longue, on parle de 18 mois. Ça vient d'être lancé. Est-ce qu'il y a des éléments de contexte que vous pouvez peut-être nous expliquer comment le DMA finalement permet justement de lancer ces enquêtes de non-conformité? On ne peut plus faire tout ce que l'on souhaite aujourd'hui dans le monde numérique. Oui, encore une activité, on dirait une actualité encore la brûlante, parce qu'effectivement, ces enquêtes, elles étaient attendues. Effectivement, par rapport aux géants qui se sont déjà positionnés par rapport au DMA. Alors, DMA, certains aspects du DMA sont rentrés en application il y a quelques jours. On en parle beaucoup, effectivement, par rapport au positionnement sur les cookies et traceurs. Déjà, c'était un premier point d'actualité qui change effectivement le paysage, et on voit que le DMA a aidé à réguler en termes de transparence, de consentement et d'information des personnes concernées. Donc on voit déjà les bonnes pratiques qui se mettent en œuvre par rapport aux actions qui sont diligentées contre les géants. Ce n'est pas effectivement une surprise. Effectivement, il y avait déjà eu des indices au moment de désignation des grands acteurs, puisqu'effectivement, ce qu'on appelle les gatekeepers avait donné lieu effectivement à des échanges déjà avec la Commission. Donc, on va dire la procédure commence. Je pense que ça va être très intéressant à suivre, puisqu'on a des enjeux en droit de la concurrence, on a des enjeux par rapport effectivement aux personnes concernées, à nous tous, et on sent effectivement que ce texte, qui a été annoncé comme un texte fort, puisqu'il rejoue aussi le cadre de la concurrence, des enjeux de concurrence, ça va être intéressant. Et je pense que les débats vont être très riches de part et d'autre et instructifs. Eh bien, Maître, on aura évidemment le plaisir de vous recevoir à nouveau pour continuer à suivre et à décrypter cette actualité juridique avec vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On vous invite bien sûr à rester connectés. L'actualité continue.